Après, on attaque un petit bout sur les forces dites forces de pression et la poussée d'Archimède qui va s'en suivre. Donc, force de pression. Donc, pour les forces de pression, alors la notion de pression va être redéfinie in extenso dans les chapitres de thermodynamique, notamment dans le chapitre T0 qu'on verra à la fin de l'année. Il est déjà dans les playlists, donc si jamais vous voulez aller voir en avance, vous pouvez vous amuser. Mais tout ce dont on a à savoir pour le moment, c'est que quand vous avez un fluide, comme ça, donc un fluide a une pression, alors je vais le noter P0 pour pas confondre avec le poids, mais souvent la pression elle va se noter P. En mécanique, il faudra toujours faire attention si jamais vous avez des histoires de pression. En thermo, en règle générale, il n'y a pas de poids qui se balade et donc du coup, on n'aura pas ce problème-là. Donc quand vous avez un fluide à pression P0, avec une paroi qui permet de séparer le fluide d'autre chose, cette paroi a une surface S et on s'intéresse à la force que le fluide exerce sur la paroi. Vous savez bien que quand vous avez par exemple un récipient, vous mettez de l'eau dedans, l'eau va pousser sur les bords de la paroi et c'est justement la force que la paroi exerce sur l'eau qui la maintient à l'intérieur du récipient, sinon elle sortirait, elle passerait au travers de la paroi, elle jouerait les passe-murailles. Donc quand vous mettez ça avec une certaine surface, alors automatiquement la force qui va s'exercer sur votre surface est perpendiculaire à la surface, elle est orientée du fluide vers la paroi et toujours vers l'extérieur, du fluide vers la paroi. Et cette expression, c'est la force, si la pression P0 est uniforme, alors vous allez avoir que la norme de la force pressante, ça va être la pression que multiplie la surface. En règle générale, pour les exercices de mécanique du début, qui ne font pas intervenir des histoires de barrage, ça suffira. Quand on fera les histoires de barrage, justement, on sera dans le chapitre T0 et on regardera les choses un petit peu plus en détail. Et vous voyez que la pression, c'est une force par unité de surface. Et on a fait au début de l'année des exercices pour déterminer l'unité du système international. On a une unité qui est le pascal. Et ce pascal, c'est en fait une toute petite unité, puisque par exemple la pression atmosphérique, c'est de l'ordre de 10 puissance 5 pascal. Et en règle générale, on va exprimer les choses en bar, parce que justement, un bar, c'est défini comme exactement 10 puissance 5 pascal. Et la pression atmosphérique, c'est à peu près un bar, parce que la pression atmosphérique déjà varie au cours du temps. Et puis ensuite, ce qu'on appelle la pression atmosphérique standard, c'est 1,013 bar. Et on appelle du coup une atmosphère. Donc on a choisi quand même de prendre le bar, quelque chose qui s'exprime de manière très simple en fonction du pascal et de manière générale, comme ça. Ok, donc là on a la force de pression. Et cette force de pression va être responsable de ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, que vous devez aussi être capable d'utiliser correctement. Alors les poussées d'Archimède, c'est principalement quand vous aurez des exercices avec des montgolfières, des zeppelins, des machins ou alors des ballons qui voguent entre deux eaux et qui flottent. Donc la poussée d'Archimède, alors la poussée d'Archimède, elle dit quoi? C'est une interaction entre la distribution de la pression dans un fluide et le champ gravitationnel, puisque quand vous avez G, l'accélération de la pesanteur qui est comme ça, vous avez un corps de volume V corps, comme ça, eh bien il va y avoir une force qui va s'exercer sur
votre volume quand il est plongé dans un liquide. Alors, dans un liquide de masse volumique constante, ce sera en règle généralement le cas parce qu'on regarde sur des volumes relativement petits, donc on va pouvoir supposer ça. La poussée d'Archimède, généralement on la représente on l'écrit avec un grand pi, comme ça, avec un A, pour préciser que c'est Archimède. Vous avez besoin que le corps soit entièrement immergé. Immergé dans un fluide de masse volumique rho fluide. Et on va mettre en entier rho fluide. Voilà. Et quand vous avez ce système-là, vous pouvez dire que la poussée d'Archimède, ça va être l'opposé du poids du fluide déplacé. Et donc, ça va s'écrire moins le rho du fluide fois le volume du corps. Ça, c'est pour avoir la masse de fluide qui correspondrait à ce qu'il y a à l'intérieur du corps, fois G, puisque c'est la masse fois G pour avoir le poids. Du coup, l'opposé du poids, c'est moins la masse fois G. Et vous avez votre poussée d'Archimède. Alors, on généralisera ça, par exemple, pour un ballon qui flotte à la surface de l'eau, en disant qu'il y a deux poussées d'Archimède. Il y a la poussée d'Archimède de la partie qui est en dessous de la surface de l'eau, et la poussée d'Archimède de l'air pour la partie qui est au-dessus de la surface de l'eau. Vous verrez là aussi, dans le chapitre T0, une démonstration très très jolie de ce problème-là. Et très joli parce que purement non mathématique, c'est purement un jeu de l'esprit, et puis on va continuer avec des problèmes de simple logique. Donc une très jolie démonstration qui dit que on va pouvoir ajouter la poussée d'Archimède de ce qui est en dessous et la poussée d'Archimède de ce qui est au-dessus, même si on n'est pas complètement immergé, à condition de respecter la ligne de démarcation naturelle qu'il y a entre les deux fluides, pour dire cette partie-là du corps appartient au fluide du bas et l'autre partie appartiendra au fluide du haut. Bon, alors, une petite remarque pour les montgolfières. Attention, vous savez que les montgolfières, c'est des machins, on prend un truc qui chauffe et puis on fait de l'air chaud à l'intérieur du ballon. Ce qui fait monter votre montgolfière, ça n'est pas l'air chaud qui pousse sur le ballon, pas du tout. Parce que en fait, comme le montgolfière elle est ouverte, l'air chaud quand il pousse et qu'il peut pas passer, il va passer par en dessous, il va s'en aller. Ça n'est pas l'air chaud, c'est la différence de densité qu'il y a entre l'air qui est dans le ballon et l'air qui est à l'extérieur du ballon, et donc la différence de masse volumique. Parce que dans votre ballon, ce qui vous intéresse de faire monter, c'est bien sûr la nacelle, mais il ne faut pas oublier que l'air que vous avez emprisonné à l'intérieur du ballon, il pèse. Et le fait de réchauffer cet air-là va le mettre moins dense, donc il va peser moins, et résultat, l'air qui est à l'extérieur, qui pousse sur l'ensemble pour faire la poussée d'Archimède, vous permet de monter votre ballon avec son air et sa nacelle. Donc pour une montgolfière, ce qui est important, ça va vraiment être ce principe de poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, il faut y penser quand vous avez une montgolfière, quand vous avez une bille qui est en train de couler dans l'eau, voir si elle est négligeable ou pas. Quand vous avez, si vous prenez une balle de ping-pong par exemple, que vous la lâchez sous l'eau, là la poussée d'Archimède sera largement non négligeable puisque c'est elle qui va la faire remonter. Bref, dès que vous avez une différence de masse volumique importante entre le fluide dans lequel vous êtes plongé et puis le corps qui vous intéresse, la poussée d'Archimède aura un effet qui va être non négligeable. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste encore des choses intéressantes. Donc d'abord la force électrostatique. On doit être au petit f, oui. Force électrostatique. Alors celle-ci, en fait, on va voir, elle vient de l'interaction électromagnétique et elle s'exprime de manière très très similaire à la gravité.
Donc de la même manière, je prends une charge ponctuelle de charge QA au point A, une charge ponctuelle de charge QB au point B. Je regarde la liaison qu'il y a entre les deux et je m'intéresse à la force électromagnétique de A vers B. Alors je vais, comme là il n'y aura pas de sens privilégié pour la gravitation, je savais que c'était tout le temps attractif. Là ça pourra être soit attractif, soit répulsif. Attractif si les deux charges sont de signes opposés, répulsif si elles sont de même charge. Donc cette force électrostatique de A sur B, je vais pouvoir écrire que l'expression ressemble beaucoup à l'expression de la force gravitationnelle. Il y a une constante. Cette constante, c'est, au lieu d'être grand G multiplicatif, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Ne me demandez pas tout de suite pourquoi est-ce que c'est ça. C'est historique parce que l'origine de cette force avait déjà été décrite. Et donc on avait déjà introduit une variable qu'on appelle epsilon 0 dans un autre cadre. On a dû garder la même, alors que la gravitation, c'est Newton qui a pu la mettre comme il voulait. En gravitation, on avait le produit des masses. Là, on a le produit des charges, donc j'ai QA, QB. En gravitation, c'était inversement proportionnel au carré de la distance. Là, c'est pareil, c'est une force en 1 sur R carré aussi. Et puis, elle va être en AB sur AB avec le vecteur qui va être le vecteur unitaire. Alors, à noter que la différence principale avec la gravitation, c'est le moins. Ou alors, vous pouvez vous dire que la constante qu'il y a dans la force gravitationnelle, c'est moins G. Et là, la constante, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. D'ailleurs, quand vous ferez en deuxième année le passage entre le théorème de Gauss, qui est démontré plus facilement pour les systèmes électrostatiques, et la gravitation, vous direz justement 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est moins G. Comme il apparaît du 1 sur epsilon 0 dans le théorème de Gauss, il suffit de remplacer ce 1 sur epsilon 0 par moins 4 pi G et vous aurez le théorème de Gauss gravitationnel. Donc on a cette force avec le 1 sur 4 pi epsilon 0 dont la valeur est bonne à retenir aussi de temps en temps. C'est de l'ordre de 9 10 puissance 9 dans les unités du système international. Donc là, vous avez votre force électrostatique et donc à retenir, à savoir utiliser si jamais vous avez deux charges qui interagissent. On aura tout un chapitre sur l'interaction, les forces qui s'exercent sur des particules chargées, sur le mouvement résultant de ces particules chargées, et on l'utilisera notamment à ce moment-là.